Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde en ligne qui fait suite donc à d'autres tables rondes que nous organisons à l'Espace éthique Île-de-France. Celle-ci porte le titre Porter attention aux personnes en grande précarité et je vais donc introduire et animer cette table ronde en ligne. Alors, il me semble important avant de commencer et que je vous présente le programme et les intervenants de cette soirée d'insister sur deux points. Et le premier, je consacrerai un peu plus de temps au premier, pour dire qu'on insiste beaucoup et à juste titre sur l'âge comme critère d'inégalité entre individus face au coronavirus. On insiste beaucoup sur le fait qui est entièrement vrai, et on a raison d'y insister, sur le fait que les personnes de plus de 85 ans sont particulièrement exposées à un risque fort de mortalité. Et on insiste beaucoup également sur les facteurs de risque particulièrement élevés auxquels sont exposées certaines personnes malades. On insiste beaucoup moins, et là en revanche on a peut-être tort de le faire, sur les inégalités sociales à la fois induites et révélées par la circulation du coronavirus. Pourtant on commence à disposer d'un certain nombre d'études sur cela. Les personnes vivant dans la précarité, dans la grande précarité, et plus généralement les personnes les plus défavorisées dans la société, ont un taux d'incidence et un taux de mortalité euh, du coronavirus nettement plus élevé que les autres personnes dans la société. Je cite l'exemple de Paris, où on peut dire qu'il y a 88% de surmortalité liée au coronavirus dans les territoires les plus modestes, contre 50% dans les autres territoires. Le département de Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre d'Île-de-France, est aussi le département le plus touché par l'épidémie. On sait par ailleurs qu'il existe, au-delà des inégalités sociales, des inégalités ethniques qui souvent se cumulent avec ces inégalités sociales. Je cite un tout autre exemple dans un tout autre contexte. Didier Fassin, dans un article intitulé L'illusion dangereuse de l'égalité face à l'épidémie, citait lui-même des études révélant qu'aux États-Unis, la population afro-américaine subissait donc un taux d'incidence 2 fois plus élevé que la population générale et un taux de mortalité 3 fois plus élevé. Voilà. Alors, ça pose plusieurs questions. La première est de savoir pourquoi on ne parle pas davantage de cela. Pourquoi les inégalités sociales face au coronavirus ne sont pas au centre des discours médiatiques, comme le sont les inégalités par l'âge ou les inégalités euh, par, entre les gens qui sont, disons, atteints de maladies particulièrement, qui exposent particulièrement au risque de mortalité du coronavirus et les autres. Euh, et ça pose une autre question qui est de savoir ce que nous devons faire face à ces inégalités. Et ici, pour cette table ronde, ce que nous devons faire donc face au fait que les personnes en grande précarité sont donc particulièrement exposées au coronavirus et à ses conséquences, la mortalité du coronavirus. Alors, il a été envisagé des confinements sur les quartiers les plus pauvres dans certaines villes d'Europe, euh, mais on peut douter de l'efficacité de telles mesures quand on examine les causes de ces taux d'incidence élevés chez les personnes les plus précaires, l'impossibilité de télétravailler et donc une exposition plus fréquente au virus dans les transports publics et sur les lieux de travail, des conditions de travail parfois plus propices à la transmission du virus, des conditions de logement qui sont également plus propices à cette transmission, le moindre recours aux soins qui peut s'expliquer par des raisons très différentes suivant les gens, les difficultés à s'exprimer, la peur de la rétention administrative pour les personnes sans papier. Donc on voit là tout un ensemble de raisons euh, dont on voit mal comment le confinement euh, pourrait contribuer euh, à les éliminer et à réduire sensiblement finalement le taux d'incidence et le taux de mortalité pour ces populations-là.
Alors, voilà pour la première question. Que faire donc face à ces inégalités particulièrement fortes? Ici, on s'intéresse à la grande précarité. Il y a aussi des questions méthodologiques sur la question de la grande précarité. Que veut-on dire quand on parle de grande précarité? Est-ce qu'il est pertinent de distinguer une grande précarité euh, de la précarité? Est-ce qu'il est pertinent d'inclure finalement des personnes et des situations si diverses dans une catégorie unique que serait la précarité? Euh, et ça, on en reparlera notamment avec Anne-Caroline Claus-Verdreau. Je laisse pour l'instant en suspens ces questions. Euh, je vous propose donc tout de suite de commencer et j'ai demandé, ou plutôt on a demandé, parce qu'Anne-Caroline Claus-Verdreau m'a aidé à préparer cette soirée, aux intervenants de répondre à trois questions différentes. Qu'est-ce qui vous a interpellé ou questionné ces derniers mois? Première question. Deuxième question, à quel dilemme avez-vous été confronté? Et troisième question, quelle initiative avez-vous trouvé pertinente et quelles préconisations feriez-vous pour l'avenir? Voilà. Chaque intervenant s'exprimera en 10 minutes, pas plus. Et je vais donc présenter les intervenants qui sont assez nombreux ce soir. Donc Anne-Caroline Claus-Verdreau est médecin de santé publique et responsable de l'Observatoire de l'espace éthique Île-de-France. Hervé, qui est incertain ce soir, est SDF, personne SDF, personne sans domicile fixe et membre du collectif Les Morts de la Rue. Régine Benveniste est psychiatre également, membre de ce même collectif des Morts de la Rue. Myriam Kellala est hébergée en hôtel social et participante au débat permanent. Abdelkabou Mansour est directeur général adjoint au sein du groupe SOS spécialisé dans les addictions. Et enfin, Cédric Arcos qui conclura cette table ronde est directeur général adjoint de la région Île-de-France. Voilà. Je vais tout de suite laisser la parole à Anne-Caroline Claus-Verdon en lui demandant donc de répondre aux trois questions. Ce qui l'a interpellé ces derniers mois, à quel dilemme elle a été confrontée et quelles initiatives elle a trouvé pertinentes, quelles préconisations elle ferait pour l'avenir. Anne-Caroline, c'est donc à toi.